Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Célestin Parthenay. Il est délégué des jeunes démocrates d'Ille-et-Vilaine. Et il est venu en train, on peut le dire, de Montauban. Alors pas Montauban dans le sud de la France, mais Montauban près de Rennes. Voilà, pour être avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. On va parler de politique et d'Europe ce matin, puisque nous sommes en pleine campagne pour les élections européennes du 9 juin. Une campagne, j'ai envie de dire, qui ne se passe pas comme les autres campagnes, une campagne plus rude cette année. En tout cas, on le voit dans les propos, on le voit dans les échanges, parfois aussi des échanges, on pourrait dire virils sur place. Oui, il y a une montée de la violence et de la politique radicale aujourd'hui en France qui fait que il y a une sorte de violence dans les propos tenus par certains mouvements qui sortent aujourd'hui malheureusement du champ républicain et qui montent dans les sondages tous les jours malheureusement. Et c'est une forme de violence qui est à la fois, comme je le disais, dans le langage mais aussi sur le terrain, avec des militants politiques qui sont très actifs et qui font preuve d'une forme de violence physique et verbale eux aussi lors des actions militantes. Vous avez été victime de ces violences ? Oui, une fois sur Rennes, par des soi-disant militants de la France Insoumise. Ils se revendiquaient de la France Insoumise, donc c'était bien entendu des violences physiques et morales. Donc il y a eu des menaces, il y a eu bien sûr la destruction de notre matériel de campagne, mais je pense malheureusement qu'aujourd'hui c'est devenu un peu le jeu pour certains mouvements politiques, le jeu de la campagne électorale, cette ensauvagement de la politique, malheureusement, qui aujourd'hui est au centre des actions de bien des partis. On a un sentiment d'une démocratie, en tout cas d'une possibilité de parole qui se perd, d'échanges qui se perd et qui se retrouve finalement dans la violence, quels que soient d'ailleurs certains partis politiques, ils sont nombreux. Est-ce que vous regrettez justement qu'on oublie ce côté démocratique, ce côté échange, ce côté débat ? Bien sûr, en tant que militant du MoDem, ça fait toujours mal de voir que la démocratie, dans certains mouvements, perd de la place. Il est difficile de dialoguer avec beaucoup de mouvements, alors que sur pas mal de points, on pourrait se rejoindre, on pourrait discuter, échanger, et dans la courtoisie et non pas dans la compréhension, mais dans l'entente. Je pense qu'il y aura forcément des désaccords politiques sur de nombreux sujets, mais il est essentiel de pouvoir être à l'écoute des autres idées et de pouvoir débattre sereinement, sans violence. Voilà, la confrontation des idées plutôt que les coups de poing, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que c'est la politique d'Emmanuel Macron finalement qui cristallise toutes ces colères, toutes ces violences ? Alors, je pense que peu importe le président de la République, il y aura toujours des désaccords politiques qui seront plus ou moins forts. Mais aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, les jeunes sont de plus en plus amenés à parler politique, à échanger politique. Et je pense que cette violence de la politique est aussi menée par des jeunes qui viennent de partis radicaux ou d'extrême. Et donc malheureusement, il y a toujours même ce défaut d'échange. On ne peut plus échanger comme il faut entre jeunes. On peut regarder sur le terrain, lorsque l'on tracte avec la majorité, nous pouvons facilement échanger avec des personnes qui ont des désaccords, des personnes plus âgées. Mais bien souvent, lorsqu'il s'agit de jeunes de partis radicaux, il est plus difficile d'avoir un débat audible et un débat clair, courtois. Alors, au-delà de la politique, c'est un sujet de société aujourd'hui, une grande violence dans la société. On le voit à travers les faits divers de ces derniers jours, où souvent les jeunes, et là encore, il ne s'agit pas de pointer les jeunes du doigt, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, je dois l'avouer aux auditeurs. Il ne s'agit pas de pointer les jeunes du doigt, mais on s'aperçoit souvent que les jeunes sont impliqués dans des actes de violence, et de plus en plus jeunes. On a ce fait à Grande-Synthe dans le Nord, où les jeunes impliqués ont 14 et 15 ans. Est-ce que vous, qui êtes un jeune aussi, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous dites on passe à autre chose dans la société ? Je ne pense pas que l'on passe à autre chose. Je pense que ce n'est pas rédhibitoire sur la manière dont les jeunes agissent. Ce n'est pas parce qu'un jeune agit avec violence que tous les jeunes agissent avec violence. Voilà, il ne s'agit pas de faire d'amalgame, évidemment. Oui, mais c'est un peu aussi la force des jeunes démocrates, c'est vouloir agir sans la violence, c'est vouloir toujours être dans l'échange, dans le débat, pour comprendre quels sont les désaccords, quelles sont les différences entre les différentes composantes de la population aujourd'hui en France. Et je pense pas que tous les jeunes soient dans la violence, mais
je pense qu'il y a toujours des moyens d'agir différents que celui-là. Alors on va parler, au-delà de la violence, heureusement il y a la politique, il y a les idées, les échanges d'idées et puis de faire valoir ces idées aussi sur la place publique, sans jeu de mots aucun. On voit aujourd'hui Valérie Hayer qui est à la peine un petit peu dans les sondages, face justement à Place Publique et au PS qui a tendance à monter avec la liste de Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous pensez que le sursaut va arriver, parce qu'on s'inquiète un petit peu? Oui, bien sûr que Valérie Hayer va remonter dans les sondages, je n'en ai aucun doute, et nous allons tout faire pour... tous les jeunes de la majorité sont ensemble, donc ça va du Parti radical de gauche, Mouvement démocrate, les jeunes avec Macron et les jeunes horizons, et même bien sûr les partis en entier, pas seulement les mouvements jeunes. Et nous sommes mobilisés sur le terrain tous les jours, partout en France, pour discuter, pour échanger, pour comprendre surtout. Je pense que c'est l'essentiel même du travail politique, c'est comprendre et aussi convaincre. C'est aussi notre rôle, convaincre qu'aujourd'hui nous sommes le seul mouvement qui parle d'Europe réellement. Nous sommes le seul mouvement dont les députés européens ont réellement agi au niveau européen. Donc Valérie Hayer qui a déposé pas loin de 1300 amendements, Stéphane Séjourné aussi, Marie-Pierre Védrenne aussi d'ailleurs, Marie-Pierre Védrenne que je salue au passage. Qui est la régionale de l'étape. Hein. Oui, qui est présente sur le terrain avec Jérémy, son collaborateur parlementaire, dès qu'ils le peuvent. Et c'est un symbole fort d'avoir des députés européens aussi présents sur le terrain et qui sont là toujours pour agir. Quand on regarde par exemple Jordan Bardella, qui n'a déposé qu'une vingtaine d'amendements en 5 ans, on peut se poser la question de sa place et de sa légitimité au Parlement européen. Il revendique être présent à 94% des plénières, mais il oublie que le travail à Bruxelles ne se résume pas qu'aux plénières. Il y a tout un travail de terrain, un travail de commission auquel il n'est jamais présent. Et ça, il ne le dit pas sur les réseaux. Comment vous expliquez qu'il bénéficie justement de très bons sondages, de très bonnes intentions de vote, et que voilà, il est le leader de ces européennes, si j'ose dire? Il est surtout le leader d'un mouvement aujourd'hui d'extrême droite. Et il est aussi le leader d'un mouvement démagogue qui revendique des idées et qui veut faire passer un message qui n'est pas un message républicain. C'est un message de haine, une violence inouïe en politique aujourd'hui, et il alimente ce climat d'ensauvagement de la politique, malheureusement. Le débat n'est plus audible car malheureusement, comme on peut le voir, il a refusé l'ensemble des débats qui ont été proposés entre les têtes de liste. Le seul débat qu'il a fait, c'était avec Raphaël Glucksmann à la radio. Mais dès qu'il s'agit de débattre avec Valérie Hayer ou avec François-Xavier Bellamy, il n'est pas présent. Est-ce que justement, vous parliez tout à l'heure de l'Europe, et vous disiez le MoDem, enfin en tout cas les démocrates ou les partis qui soutiennent la majorité présidentielle parlent d'Europe. Est-ce à dire justement que, par exemple, le RN ou la France Insoumise ne parlent pas d'Europe, mais plus de politique française ? Oui, dans l'ensemble, ils parlent beaucoup plus de politique française plutôt que de politique européenne. Quand on regarde aujourd'hui les mouvements jeunes de ces partis-là, beaucoup sont pour le Frexit. Et c'est quelque chose qui est quand même assez marquant d'être mobilisé pour une campagne européenne quand on est contre l'Europe. Donc c'est des personnes qui ont une conviction de mettre fin à l'Europe car elle, soi-disant, empêche le développement de la politique en France, alors que ce n'est pas vrai. Sans l'Europe, aujourd'hui, il n'y aurait pas le programme Erasmus, entre autres, qui est un programme clé pour les étudiants. Il n'y aurait pas la politique agricole commune, comme on la connaît aujourd'hui. Donc sortir de l'Europe, c'est aussi d'un côté sortir d'un épanouissement pour les pays européens, pour la France, sortir aussi de la démocratie parfois. À les entendre parler, c'est ce que l'on perçoit à sortir de la démocratie. Avec une Europe, ou en tout cas une Union européenne qui est à parfaire, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent, sans là encore entrer dans des détails anti-européens, mais on voit qu'il y a une défiance un petit peu des Français vis-à-vis de l'Europe, qui disent oui, l'Europe on est d'accord, mais pas cette Europe-là, elle fonctionne pas bien. Est-ce qu'il faut remodeler l'Europe aujourd'hui ? Ou en tout cas le fonctionnement de l'Union européenne ? Je pense que aujourd'hui l'Europe ne convient pas à certaines parties de la population et c'est leurs idées, c'est tout à fait entendable, mais je pense que pour réformer l'Europe il faudra du temps, beaucoup de temps, parce que l'Europe ne se construit pas en une journée. Et c'est ce que nous avait
très bien expliqué Jean Monnet quand il avait parlé des fondements de l'Europe. Et il existe plusieurs formes d'Europe. Il y a l'Europe fédérale, qui est aussi une des formes d'Europe qui est revendiquée par certains membres du MoDem. Mhm. Et il y a aussi l'Europe confédérée aussi, et l'Europe dans la forme actuelle. Il y a plusieurs Europes, et c'est à chacun de choisir son Europe, choisir sa vision de l'Europe pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà, une Europe en fait un peu protéiforme, on pourrait le dire comme ça. L'Europe aujourd'hui elle est confrontée aussi à la guerre, cette guerre en Ukraine. Beaucoup appellent de leur vœu l'entrée de l'Ukraine en Europe. Ça fait un petit peu peur au monde agricole en particulier parce que là aussi ça va changer beaucoup de règles. Il va falloir défendre un petit peu ses positions. Est-ce qu'il y a urgence justement à faire entrer l'Ukraine en Europe? Oui, c'est une nécessité aujourd'hui. Nous avons la guerre aux portes des frontières européennes, même dans l'Europe avec l'Ukraine aujourd'hui. C'est une nécessité pour pouvoir faire face au régime de Vladimir Poutine, pouvoir lui montrer que nous sommes une grande puissance mondiale. L'Union européenne fait partie des plus grandes puissances mondiales aujourd'hui, et que ce soit économiquement ou même militairement parlant, nous sommes une des plus grandes puissances mondiales et nous devons l'affirmer et le réaffirmer. Aujourd'hui, comme on peut le voir, même l'Estonie aujourd'hui peut être confrontée à la guerre avec la Russie. C'est pour cela que des troupes françaises s'entraînent aux frontières de l'Estonie. Et pour ce qui est de l'agriculture et de l'Union européenne et de l'Ukraine, je pense que dans tous les cas, l'Ukraine devra être en conformité avec les règles sur l'agriculture européenne. Donc ce n'est pas un danger d'intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne aujourd'hui. Alors, on parle évidemment d'Europe aussi, de la défense depuis bien longtemps. Hein, c'est un peu le serpent de mer. C'est pas encore là aussi, il faudra du temps, j'imagine. Mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus de collaboration en matière de défense entre les pays européens, collaboration qui existait avant et qui se renforce depuis la guerre en Ukraine. Et est-ce qu'on a fait un pas vers une Europe de la défense, vers une Europe qui existerait beaucoup plus sur le terrain militaire et peut-être aussi, c'est à souhaiter, sur le terrain diplomatique? Alors, comme vous l'avez dit, ça ne se fera pas en un jour, mais il faudra du temps. Mais comme on peut le voir, il y a déjà des essais de mélange d'armées françaises, allemandes, belges, hollandaises, qui sont pour le moment très convaincantes. C'est bien sûr des peuples différents en termes de nationalité, mais nous sommes le peuple européen, donc je pense que rien n'empêche une armée européenne forte et unie, mais seul le temps pourra nous le confirmer. Et sur la diplomatie, on a l'impression d'une Europe qui patine un peu sur la diplomatie. Alors on avait la diplomatie française, hein, un peu toute puissante. Est-ce qu'aujourd'hui il faut une diplomatie européenne ou des diplomaties européennes? Là encore, il y a plusieurs pays qui peuvent y participer. Je pense qu'une diplomatie européenne existe déjà par le biais des institutions de l'Union européenne. Mais dans un sens, ça pourrait aussi être renforcé, pouvoir être mise plus en avant sur la scène internationale dans les conflits tels que la guerre en Ukraine, même si aujourd'hui la plupart des pays européens, même la quasi-totalité, soutiennent l'Ukraine et portent la même voix. De même pour le conflit entre Israël et la Palestine. Mais comme on peut le voir, nos députés européens et les commissaires européens peuvent se déplacer par exemple en Chine pour pouvoir avoir un dialogue de diplomatie avec leurs homologues chinois par exemple. Ça pose aussi la question de la géopolitique avec une grande redistribution des grands équilibres géopolitiques. Alors on parlait de la Chine évidemment, et puis il y a aussi les États-Unis qui vont voter en novembre. On a encore un petit peu de temps et l'ombre de Donald Trump qui refait surface. Oui, bien évidemment, mais Donald Trump aujourd'hui n'est pas sûr de pouvoir être candidat avec le procès qui est en cours. C'est plutôt d'un côté rassurant de savoir qu'il n'est pas forcément le candidat, même si aujourd'hui il y a beaucoup de discours qui sont portés aux États-Unis sur la santé du président actuel, Joe Biden. Mais je pense que dans tous les cas, il y aura toujours un lien entre France et États-Unis, mais ce sera beaucoup plus compliqué avec Donald Trump, car il porte un message qui est celui des États-Unis qui
qui se défend, mais qui aussi refuse d'aider certains membres de l'OTAN. Une forme de repli, finalement. Une forme de repli, une forme de protectionnisme, au fond, de dire que si un pays ne donne pas à l'OTAN, pourquoi est-ce que les États-Unis donneraient à l'OTAN ? Il l'a très bien dit encore il y a quelques semaines lors de cette campagne. Donc c'est quelque chose dont il faut se méfier, je pense. Alors, on parlait de géopolitique, on parlait de guerre. Il y a aussi une autre guerre qui est la guerre de l'information. La cyberguerre est déjà là. On voit les attaques assez souvent sur des sites d'hôpitaux ou des sites même ministériels ici en France. C'est un combat aujourd'hui des services spécialisés. Il y a aussi le combat, y compris dans les partis politiques, dans les mouvements politiques, contre les fake news. On le voit, l'intelligence artificielle s'immisce un peu dans la chose politique, dans la vie politique. Est-ce que c'est une préoccupation aujourd'hui, ces fausses nouvelles qui peuvent être relayées, qui ressemblent bien souvent aux vraies nouvelles? C'est une des grandes préoccupations aujourd'hui. Il y a quelques mois, Jean-Noël Barrot était chargé du numérique et de la régulation du numérique. Aujourd'hui, il est à l'Europe, mais ça ne change rien au travail qu'il a fourni. Il faut réguler l'intelligence artificielle en Europe. Il faut réguler aussi les GAFAM en Europe qui ont une place très importante aujourd'hui dans le monde de la technologie. Il faut pouvoir aussi leur dire quand il faut s'arrêter. Quand est-ce qu'ils doivent s'appliquer aux normes européennes. Et c'est essentiel, mais l'IA et l'intelligence artificielle et les fake news, par exemple, sont au cœur de la campagne électorale. C'est-à-dire que beaucoup de mouvements vont relayer des fake news aperçus sur des réseaux ou alors créés par eux-mêmes pour pouvoir obtenir des voix et pouvoir un peu... influencer finalement oui. la campagne, pas forcément dans le bon sens. Oui, exactement. Et puis même d'autres pays, d'autres mouvements viennent aussi à alimenter ces fake news. On peut regarder le cas de la Russie, qui l'a déjà fait lors de la précédente campagne européenne et même présidentielle. Mais aujourd'hui, très peu de mouvements le dénoncent. Les mouvements de la majorité le font bien entendu. On peut aussi voir LR et le PS le faire. Mais pour ce qui est du RN, Reconquête et LFI, aujourd'hui, ils ne dénoncent pas ces ingérences russes dans les campagnes, ce qui fait d'eux aujourd'hui quand même des émissaires un peu du Kremlin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dénoncer le régime de Vladimir Poutine qui souhaite s'immiscer dans nos campagnes électorales. Il y a une lutte entre la Russie de Vladimir Poutine et l'Europe aujourd'hui, les 27 pays européens. La France est souvent pointée du doigt. On a vu Vladimir Poutine encore assez récemment, ou en tout cas ses proches s'exprimer dans des propos parfois assez durs vis-à-vis de la France. On a reproché à Emmanuel Macron, par exemple, d'avoir évoqué l'envoi de troupes au sol ou de s'être un petit peu confronté à Vladimir Poutine par médias interposés. Est-ce qu'il faut montrer à Vladimir Poutine, est-ce qu'il faut en un mot que l'Europe montre les dents? Oui, bien sûr, et je vais reprendre des propos de notre président au MoDem, François Bayrou. Il n'y a qu'une bonne fois pour dire non, c'est la première. Il faut dire non dès la première fois. Il faut montrer que nous défendrons face aux ingérences russes la souveraineté de nos pays en Europe, quoi qu'il en coûte. La diplomatie n'est plus de mise aujourd'hui avec Vladimir Poutine, on est allé trop loin? Il y a eu un temps de diplomatie au départ, avec des discussions. Notre président de la République s'était rendu en Russie pour pouvoir échanger, mais malheureusement, Vladimir Poutine a mis fin aux échanges. Je ne dirais pas qu'il n'y a plus de diplomatie, mais elle est plus compliquée à mettre en place. Mais il faut toujours garder cet échange entre les différents pays, être un intermédiaire en quelque sorte dans cette guerre et protéger aussi l'Ukraine, comme je l'ai dit, protéger sa souveraineté nationale et bien entendu sa souveraineté économique aussi. J'imagine pour le jeune politique que vous êtes que ce sont des sujets, des grands sujets qui vous préoccupent. Comment la jeunesse reçoit ces guerres, que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Proche-Orient également, guerre qui dure depuis très longtemps maintenant. Comment vous imaginez une sortie plus tard peut-être, il faudra beaucoup de temps, et aller vers l'apaisement? Comment la jeunesse reçoit tout cela? Je pense que la jeunesse aujourd'hui est inquiétée. Inquiétée de savoir que la guerre revient en Europe et un peu partout dans le monde. Pour ce qui est de la fin de la guerre, malheureusement aujourd'hui on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais en venant, j'entendais le discours des candidats de la liste Reconquête qui disait qu'il fallait à tout prix se mettre d'accord avec la Russie sur une fin de la guerre, quitte à laisser une partie du territoire ukrainien
et faire de la Russie notre allié. C'est une petite musique qu'on entend depuis quelque temps. Oui, mais malheureusement, bien heureusement d'ailleurs, il ne faut pas céder à Vladimir Poutine et au régime autoritaire en général, à toutes les dictatures et à l'ensemble des régimes militaires en général. Je pense que ces mouvements-là, encore une fois, montrent leur sortie du champ républicain lorsqu'ils approuvent des menaces portées par des pays totalitaires. Alors le champ républicain, c'est aussi le petit coup de main. Le petit coup de main, on parlait tout à l'heure de défense, et ça nous amène tout de suite à l'ancien ministre de l'Europe, d'ailleurs, et des Affaires étrangères, entre 2007 et 2022, un certain Jean-Yves Le Drian, breton de son État évidemment, qui va présider le comité de soutien de Valérie Hayer. Est-ce que il y avait besoin d'appeler le soldat Le Drian pour donner un petit coup de main? On a toujours besoin de Monsieur Le Drian, je pense, en Bretagne tout particulièrement. C'est une des grandes figures politiques bretonnes. Donc forcément qu'il y avait un besoin d'appeler un soutien à Valérie Hayer. Et je pense que ce n'est pas le seul soutien. Tous les jeunes de la majorité soutiennent Valérie Hayer. Et même l'ensemble de la majorité en général soutiennent Valérie Hayer. De nombreux députés, ministres sont présents sur le terrain. Je pense tout particulièrement à Laurence Maillard-Meignery, député à Rennes, qui fait de la présence sur le terrain et organise cette campagne sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Donc je pense qu'il n'y a pas un seul porte-parole, mais l'ensemble des personnes faisant partie de cette majorité sont des porte-paroles. Alors, c'est vrai que Jean-Yves Le Drian apporte une forme de grande caution morale, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et peut-être relancer la campagne de Valérie Hayer, campagne évidemment qui a un petit peu de mal, on le disait en commençant. Est-ce qu'elle souffre peut-être de ne pas être assez connue, de ne pas être une personne grandement connue du grand public? Est-ce que c'est un petit déficit pour la campagne? Je ne dirais pas qu'elle en souffre. Parce que Valérie Hayer, lorsque l'on s'intéresse à la politique européenne, a été une eurodéputée extrêmement présente, avec une régularité forte, que ce soit en plénière ou en commission au Parlement européen. Mais je pense plutôt que aujourd'hui, comme je le disais précédemment, il y a une radicalisation de la politique qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ont délaissé le champ républicain et le choix de la démocratie pour s'allier avec des mouvements extrémistes aujourd'hui. Et le fait qu'elle soit un petit peu dans l'ombre, qu'elle travaille beaucoup finalement, ça a un peu desservi la campagne ou pas selon vous? Je ne pense pas. Non. Alors, aujourd'hui, on a une campagne qui est dure, hein, on le disait, avec des extrêmes qui montent. Il y a évidemment entre les idées, en tout cas entre les formations politiques, des idées très différentes. On parlait de l'Europe, de l'Europe des territoires aussi, parce que c'est important, encore plus ici peut-être en Bretagne. On a beaucoup parlé, et ça c'est le président de la République qui l'a dit, d'autonomie, avec un processus lancé par Gérald Darmanin en Corse. Le président de la région Bretagne, un petit peu aussi pris sa part dans le débat en disant la Bretagne a toujours revendiqué une forme d'autonomie. Est-ce que c'est le début d'une Europe des territoires, d'une Europe des régions? Je pense que dans un certain sens, oui. Permettre une autonomie aux régions, c'est aussi permettre de les inclure non pas dans une forme de nationalisme, mais plutôt dans une forme d'Europe plus forte. Avec comprendre que l'Europe, c'est non pas seulement que des pays, mais aussi des régions, avec des identités culturelles différentes et identités politiques différentes. Donc je reste aujourd'hui persuadé que l'Europe est une nation entière, malgré le fait qu'il y ait toujours cette forme d'attachement aux régions et à la culture des régions. Attachement à la culture et attachement aussi à l'expression régionale. On voit beaucoup, alors on pourrait parler de la culture des langues évidemment pour différentes régions, et puis il y a aussi le fait de voir dans ces régions les habitants attacher de l'importance à leur demande, demander effectivement qu'il y ait plus de démocratie, qu'ils soient plus écoutés sur des sujets. On peut penser au logement, on peut penser à l'aménagement du territoire et au transport, à l'hôpital aussi, c'est très important, à la santé. Est-ce qu'il faut mettre aussi plus de démocratie finalement dans l'Europe? Est-ce qu'il faut provoquer peut-être plus d'élections, peut-être plus de référendums, même au niveau européen? Je ne suis pas sûr qu'il manque J'allais dire vaste question. de démocratie. Je pense que
ce qui serait utile, comme vous l'avez dit, dans l'aménagement des territoires, entre autres, c'est de la démocratie participative. Permettre aux citoyens de pouvoir agir à l'échelle de leur commune, pouvoir choisir les décisions, les projets d'aménagement, avec par exemple, comme ça a été fait à Montfort-sur-Meux, soumettre des projets d'aménagement qui sont ensuite votés par les habitants. Je pense qu'il faut le normaliser dans l'ensemble des communes. Un dernier mot, il nous reste encore 2 petites minutes, je regarde notre réalisateur. Il y a aussi l'ombre de l'abstention qui plane sur ces élections européennes. J'imagine, vous l'avez dit en commençant, vous êtes sur le terrain, c'est pas toujours facile. On a vu que parfois la campagne était difficile, mais vous êtes sur le terrain. Comment vous faites pour amener, par exemple, les jeunes, parce que ce sont les jeunes un peu qui délaissent les urnes, comment vous les amenez, vous essayez de les convaincre d'aller voter le 9 juin? Alors nous avons eu un congrès à Blois il y a quelques semaines où notre bureau national du mouvement Jeunes démocrates a fait une affiche sur justement ce sujet-là. Donc ce sujet-là avait été porté par Auguste Haute, notre président, Louise Daniel, notre présidente régionale en Bretagne, et aussi Jules Pasquier, que je salue aussi pour leur travail dans le mouvement. Oui, il y a une forme d'abstentionnisme forte auprès des jeunes. Je pense pas qu'elle soit aussi forte lors de cette campagne européenne, car, comme je le disais, il y a une forme de politisation aussi des jeunes. Les jeunes sont de plus en plus politisés, plus jeunes. Donc, malheureusement, il y aura de l'abstentionnisme au niveau des jeunes, mais nous essayons, sur le terrain, d'échanger avec les jeunes, tout particulièrement, pour leur faire comprendre l'essentiel d'être inscrits sur liste électorale, dans un premier temps. Et puis aussi d'aller voter le 9 juin, et si jamais ils ne le peuvent pas, de faire procuration. Il ne faut pas oublier de le signaler à l'ensemble de nos concitoyens, c'est essentiel de voter. Au-delà d'un droit, c'est aussi un devoir. Ça leur permet de faire vivre leurs idées. Mais sur le terrain, nous entendons aussi des choses comme, il y a quelques jours, une collègue de campagne nous a rapporté un propos d'un jeune qui nous disait « voter, c'est se soumettre ». Donc il y a quand même aussi une forme de détachement du vote, une forme de manque de confiance envers la politique, et il faut rétablir le dialogue entre les politiques et la population. Voilà, j'avais pas se dire redorer le blason de la politique. Voilà, on a eu beaucoup d'affaires dans différents partis politiques aujourd'hui. Ça a sans doute abîmé un petit peu aussi l'image de la politique. La jeune génération que vous représentez, ce sera ma toute dernière question. La jeune génération que vous représentez, souvent elle ne s'implique pas toujours en politique, mais s'implique dans des combats. On pense au climat, on pense à beaucoup de choses. Est-ce que ce sont des combats qu'il faut reprendre aussi à l'aune de la politique cette fois-ci, et non plus des combats un petit peu diversifiés? Le combat écologique a toujours été soutenu par le MODEM. Depuis la création du MODEM, il y a toujours eu cette forme d'envie de sortir un peu de cette crise écologique. Donc depuis déjà 2007, même avant le MODEM, 2002, François Bayrou tenait déjà ces propos-là. Donc je pense que ce n'est pas seulement un combat maintenu par les jeunes, mais c'est un combat qui n'a pas été assez audible en politique il y a quelques années, et qui aujourd'hui est malheureusement récupéré par certains partis qui n'ont malheureusement pas la connaissance sur la crise écologique et qui en font de la récupération politique. De l'écologie politique, finalement. Oui. C'est là-dessus que l'on va se quitter. Célestin Partenay, je rappelle que vous êtes délégué des jeunes démocrates d'Ille-et-Vilaine. Vous êtes venu ce matin. C'était votre première radio, vous m'avez confié tout à l'heure. Ça s'est très bien passé, vous voyez. Vous reviendrez d'ailleurs même au micro de Bretagne 5. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin pour parler d'Europe et de politique. Au micro de la matinale, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.